Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier podcast La parole animale. Certains parmi vous me connaissent, je suis Iphigénia, communicante animalière et naturopathe pour animaux. J'exerce au sein de Ivy Healing depuis presque une dizaine d'années maintenant et mes différents livres ont déjà abordé plusieurs thèmes relatifs à la communication animale, mais on s'est dit, avec Julien, mon collaborateur, et Marie, que c'était un format qui n'était pas forcément le plus accessible et le plus facile à explorer, et que les podcasts permettraient d'avoir un accès un petit peu plus direct et parfois quotidien à des informations super importantes en ce qui concerne les animaux de façon générale, leur façon de penser, leur expérience, leur rapport avec nous, mais aussi leur santé. On a donc beaucoup de thèmes à aborder. Je pense que certains qui vont nous écouter aujourd'hui ne sont peut-être même pas familiers avec la communication animale et c'est certainement ce par quoi on va démarrer. Mais au fur et à mesure du temps, il y a beaucoup de choses dont il faut qu'on parle. Parce que les animaux ont une place beaucoup plus importante dans notre vie que ce qu'on a pu imaginer pendant des générations. Ce ne sont pas juste des animaux de compagnie, comme on les appelle, ce sont presque des anges, je dirais, qui sont là pour nous accompagner au quotidien, dans notre vie, dans notre évolution, parfois dans la résolution de nos karmas, et ils ont un rôle qui est extrêmement précieux. C'est très important d'en prendre conscience parce que ça transforme pas juste la relation qu'on a avec eux ou leur capacité eux-mêmes à se sentir utiles et épanouis à nos côtés parce qu'ils connaissent généralement leur mission, mais ça nous permet à nous aussi d'évoluer, parfois de résoudre des traumatismes du passé, ou simplement de comprendre des fonctionnements qu'on peut avoir et qui pendant des années étaient restés silencieux et forcément douloureux. Parce que si on ne comprend pas exactement la façon dont on fonctionne, on a très facilement tendance à répéter des schémas qui au final nous sont délétères et qui nous amènent dans des voies sans issue, voire même, et ça on en parlera aussi, qui nous amènent à développer des problèmes de santé qui sont complètement rattachés à nos désordres émotionnels. Quand j'ai démarré la communication animale, je pensais vraiment comme vous et comme la plupart des gens, que j'allais simplement retranscrire quels sont les besoins des animaux au quotidien, parler de leurs douleurs, parler de leur goût et de leurs avis sur leur environnement. Alors c'est vrai, c'est une grande part de mon travail et heureusement, on a la possibilité de recueillir ces informations pour améliorer tous les jours ce qui pour eux est important et leur apporter ce dont ils ont besoin et qu'ils ne peuvent pas toujours réclamer. Ça permet aussi de résoudre parfois des quiproquos et de mieux comprendre certaines attitudes qui sont un petit peu mystérieuses. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'on allait bien au-delà d'une simple marque de croquettes ou d'un plaisir particulier pour une certaine prairie ou pour un type de foin. Les animaux se sont mis spontanément à parler de choses qui concernent nos vies privées et particulièrement à parler de choses qu'ils ne sont pas normalement censés savoir et qui concernent des lieux et des périodes où ils n'étaient pas du tout présents à nos côtés. Ça a tout de suite soulevé énormément de questions parce que le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire oh, est-ce que je suis toujours en train de faire de la communication animale ou est-ce que j'ai dérivé vers de la médiumnité? On en parlera plus tard si on aborde toutes les questions relatives à la technique de la communication animale. Il est clair quand on est dans une connexion avec un animal que ça n'a rien à voir avec de la médiumnité et qu'il s'agit, comme je l'appelle, d'une connexion qui est horizontale, donc qui n'implique pas d'entité extérieure, spirituelle ou de cet ordre-là. On est vraiment dans une connexion linéaire qui se fait entre l'animal et l'humain. Et je me suis bien rendu compte que ces informations provenaient à 100% des animaux en question. Comment expliquer du coup que le cheval qui se trouve dans un pré, dans un paddock, puisse spontanément parler de ce qu'on vit au travail et parfois de ce qu'on vit à la maison avec son conjoint, avec ses enfants, avec certaines phrases qui peuvent être perçues, répétées et certains schémas qui sont absolument troublants. L'exemple qui me vient en tête, qui m'a le plus marqué, c'est un animal qui a voulu témoigner de la détresse
du fils de la famille qui était visiblement accusé à tort d'avoir agressé une petite fille dans la famille. Il avait 19 ans à l'époque et il était très compliqué pour la maman de savoir si, évidemment, son enfant disait la vérité ou pas lorsqu'il se défendait et contestait les faits. De mon côté, je n'étais absolument pas au courant de cette situation et quand la personne m'a confié son chien, ce n'était pas du tout le sujet qui était censé être abordé dans le cadre de cette séance. Mais le chien spontanément a parlé de cet événement et a pu expliquer à cette dame, il faut absolument que tu soutiennes ton fils, que tu le crois parce qu'il dit la vérité. Il n'a rien fait. L'auteur de ces agressions n'est pas. Ce jeune homme, c'est quelqu'un d'autre. La petite fille a témoigné de ça à l'école, s'est retrouvée coincée quand les parents, du coup, ont absolument voulu savoir qui était l'auteur des faits. Et elle n'a pas dénoncé l'agresseur qui est un autre individu de la famille parce qu'elle en a peur. Donc, elle s'est contentée de donner un peu par obligation le nom de quelqu'un qui lui semblait absolument innocent dans la famille et qui ne risquait pas de faire preuve de représailles. C'est une information qui a changé la vie de cette dame parce que du jour au lendemain, elle a pu avoir confiance de nouveau en son fils, elle a pu lui témoigner de cette expérience et elle a pu recréer un lien avec lui et lui, de son côté, a pu avoir un véritable sentiment de justice quant à cet événement. Une profondeur de compréhension de ce qui se passe est parfois absolument phénoménale. Alors je vous l'accorde, c'est pas forcément le cas de tous les animaux. Certains sont plus clairvoyants que d'autres et on a aussi bien évidemment certains cas où il faut expliquer que non, le manteau qui est accroché à un chandelier dans la carrière n'est pas un monstre qui va t'attaquer. Mais ça, ce sont généralement des discussions qu'on doit avoir avec des animaux qui peuvent avoir beaucoup d'imagination, particulièrement parce qu'ils ont une vue défaillante. Donc ce sont des cas un peu particuliers sur lesquels on peut aussi beaucoup aider puisqu'on leur donne un nouveau rapport à l'environnement. Mais dans la plupart du temps, ils ont une grande capacité de discernement et une grande capacité d'empathie vis-à-vis de ce qu'on traverse et parfois vis-à-vis aussi de choses qu'on a pu vivre dans l'enfance, qu'on a pu vivre à des époques où ils n'étaient pas présents. J'ai souvenir d'un autre chien aussi qui a parlé du moment même de son incarnation et qui avait exprimé que il y a 6 ans, il a choisi spécifiquement de s'incarner auprès de cette jeune femme que j'avais en séance parce que il avait vu qu'elle était en dépression et qu'il s'était donné pour mission de l'accompagner émotionnellement et de lui redonner de la joie de vivre. Cette jeune femme a confirmé il y a 6 ans avoir traversé effectivement cette période et avoir été en grande difficulté et après la rencontre avec son chien avoir réussi à sortir de cet épisode dépressif. Il décide donc très souvent de venir auprès de nous pour nous aider et nous accompagner, principalement émotionnellement, et nous aider à résoudre certains conflits qu'on peut avoir intérieurement. On pourrait penser que c'est quelque chose qu'ils font juste spontanément parce que ils sont d'une générosité incroyable et qu'ils ont envie de nous apporter beaucoup de joie. Mais ça va au-delà de ça puisqu'on comprend au travers de ces quelques exemples qu'ils ont bien plus conscience des tenants et des aboutissants de notre vie que ce qu'on pourrait nous imaginer quand on les voit innocemment jouer avec une balle ou galoper dans un pré. Cette compréhension-là de leur dimension, qui d'une certaine façon est hautement spirituelle, c'est quelque chose qui change aussi la façon dont on les traite et la façon dont on les considère. De plus en plus de gens aujourd'hui vont dire que les animaux sont des véritables membres de la famille à part entière. Et c'est totalement juste et totalement justifié. Mais au-delà de ça, ce sont carrément des guides. C'est comme ça que j'ai envie de les appeler. On doit pouvoir du coup subvenir à leurs besoins et les protéger tout autant qu'on protégerait nos propres enfants et qu'on ferait en sorte de s'assurer qu'ils sont en paix et qu'ils ne manquent de rien. Et à partir du moment où on voit les choses sous cet angle-là, ça devient très très difficile de ne plus considérer son animal et de glisser sur
les pentes de maltraitance, volontaire ou passive, qu'on a pu facilement connaître dans les années passées. Souvent, les gens vont dire que on fait trop d'anthropomorphisme avec les animaux. J'ai tendance à dire que il faut éviter de faire un anthropomorphisme qui viendrait caler notre mode de vie, notamment alimentaire, sédentaire, sur celui d'un animal qui a des besoins physiologiques qui sont complètement différents. De ce point de vue, évidemment, il vaut mieux éviter. Mais sur un plan émotionnel, quand on apprend à les connaître et qu'on a tous ces échanges avec eux, on se rend compte que leurs besoins sont extrêmement proches des nôtres et que si on faisait un petit peu plus d'anthropomorphisme, on éviterait quelque part de générer chez eux aussi des traumatismes et des blessures qui n'ont pas lieu d'être. Oh, combien de fois, dans le cadre d'animaux qui sont séparés pour une vente ou simplement pour des réorganisations familiales, on se retrouve avec des animaux qui sont séparés de congénères qui ont une importance extrêmement avancée pour eux. Et c'est quelque chose qu'on néglige. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on ne doit pas forcément vendre son cheval ou qu'il est interdit de se séparer de son animal. La vie est ce qu'elle est et elle peut apporter des déconvenus qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais tout de même, par la communication animale, le simple fait de pouvoir leur expliquer des changements, les préparer psychologiquement, leur permettre de se dire au revoir, leur expliquer ce que l'autre va devenir, sont des étapes qui changent complètement la façon dont ils vivent les bouleversements majeurs de leur vie. Ça peut aussi leur permettre d'éviter d'avoir un sentiment d'abandon vis-à-vis de l'humain, lorsqu'il y a des séparations brutales qui peuvent se produire. Combien de fois j'ai vu des chevaux notamment, parce que c'est ceux qui changent le plus de famille, se demander encore s'ils avaient mal fait les choses, s'ils n'avaient pas été assez performants, s'ils n'avaient pas été assez généreux, assez obéissants, et se demander pourquoi ils ont été vendus. Parce que leur clairvoyance, elle a toujours une limite. Ils sont en capacité de voir beaucoup, mais ils ont aussi beaucoup d'interrogations dans les séances sur certains phénomènes qu'ils ont perçus, qu'ils ont compris, mais sans avoir les détails et le contexte qui leur permettent d'interpréter correctement les choses et du coup de vivre sereinement les choses. La communication animale, du coup, nous permet aussi d'apporter des réponses sur ces questionnements qui sont souvent douloureux ou sur toutes ces situations qui laissent des sentiments de non-dits ou parfois des quiproquos qui peuvent même amener à des désordres de comportement. Il n'est pas rare qu'en expliquant ce qui a pu se passer dans le passé sous un regard différent, on a un animal qui change complètement d'attitude. Parfois parce qu'il a pu vivre certains gestes comme étant des agressions, alors que ça n'était pas vraiment le cas, à cause d'un désordre visuel. Parfois parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension sur la route du comportement d'un automobiliste, et qu'un chien s'est dit que toutes les voitures étaient forcément dangereuses et hostiles. Régler ce genre de quiproquo, c'est pas uniquement ramener de la paix chez l'humain ou dans la relation. C'est ramener de la paix avant tout dans le cœur de l'animal. Et d'une certaine façon, on se rend compte que par la communication animale, on va bien au-delà, même en ce qui les concerne, de l'analyse simple de leur environnement, de leurs besoins primaires, de ce qu'ils aiment manger ou de l'endroit où ils aiment dormir. On permet d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de leurs propres émotions, de leur propre vécu, de leur karma aussi. Et quelque part, c'est de cette façon-là que nous, on devient également des anges gardiens et des guides pour eux également. Finalement, pratiquer la communication animale de cette façon, c'est renvoyer l'ascenseur et c'est être en mesure de les assister, de les porter autant que eux nous portent. Et quand la mission est réussie des deux côtés, on peut se dire qu'on a un équilibre parfait et on peut se dire qu'on a réussi aussi en tant qu'humain ce qu'on est censé faire. J'ai hâte d'aborder tous ces sujets en détail avec vous parce que c'est absolument passionnant. C'est La Parole Animale par Iphigénia, le nouveau podcast qui, je pense, vous plaira
autant qu'il plaira à vos animaux. Passez une belle journée.